Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes en direct sur Radio Pluriel et l'émission marocaine Arc-en-ciel hebdomadaire tous les dimanches de 14h à 15h. Ce dimanche, nous sommes le 23 février 2014 et nous aurons un spécial dédié à la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Afrique. Arc-en-ciel. حامل الورد لفخر العربي ومفديها بأمي وأبي حامل اللحن على ثغر الهوى من لدى الخضراء تاج المغرب لعروس الأرض من أمجادها كتبت في صفحة من ذهب ولدت والدهر طفل يافع وازدهت والدهر شيخ الحقب المغرب تزهو إذا ما انتسبت فهي والمجد سليلا نسب. L'heure de l'Afrique, l'heure où Radio Pluriel et l'émission Arc-en-ciel accompagnent les efforts du souverain marocain Mohamed VI pour la paix et la stabilité dans l'Afrique. Et notre point d'entrée, ça ne risque que ce point de presse du ministère des Affaires étrangères française sur une question qui a été posée par un journaliste. Que pense Paris de la médiation menée par le roi du Maroc concernant le processus de réconciliation nationale actuellement au Mali où il se trouve? C'est un processus très important, la réponse du ministère des Affaires étrangères. C'est un processus très important pour que le Mali renoue avec la stabilité. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Nous saluons à ce titre le rôle que le roi du Maroc peut jouer pour faciliter la reconstruction et la réconciliation nationale du Mali. C'est un rôle très positif, constructif et important. On est très content, on est très heureux puisqu'il est en train de venir au Mali. Ça, c'est un grand bonheur du Mali. Entre le Mali et le Maroc, il y a un lien de fraternité, un lien de solidarité, de bonne collaboration. C'est deux pays frères et sœurs. Donc, nous sommes très contents qu'il soit sur notre territoire malien. Et tous les Maliens lui disent « Ibismillah ». Et lui dire que le Mali et le Maroc sont des pays frères. Toute la communauté malienne vraiment lui souhaite la bienvenue. Allah يبارك فيه ويطول في عمره وراجين الله العلي القدير انه الى جل بلادنا تمشي عنها المحنه لانه ما قط جل بلادنا فتح الخير والعافيه والرحمه كما ذا قط وساوى اجداده واحنا رياض المقاربه عندنا من هون الى لبزنه الى الحدود قط سهروا علينا قبل اليوم واليوم نحمد الله اللي جانا الملك. نرحب بالملك ونخبره أننا من شمال مالي القبيلة الكنتية الذي بينها روابط هي والمملكة
قديمة لا يبيدها القرون. La venue de Sa Majesté le roi Mohamed VI chez nous est une grande fierté, une portée historique, puisque sa venue ici constitue ce qu'on appelle un signal fort un signal fort dans le mouvement intégrateur de la nation, de la sous-région et partout. Arc-en-ciel, la chronique. Eh bien, merci Abdeltaïf pour ces différents témoignages qu'on a écoutés et qui étaient aussi en arabe, mais qui montraient aussi la ferveur du peuple malien suite à la deuxième visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Mali. Notre chronique, le Maroc, axe pivot pour une nouvelle relation avec l'Afrique. Feu Sa Majesté Hassan II, dans son ouvrage Mémoire d'un roi, comparait le royaume à un arbre qui plonge ses racines dans l'Afrique et étend son feuillage en Europe. Les initiatives du roi Mohamed VI en direction du continent africain en sont un exemple concret. En moins de 6 mois, c'est le second voyage officiel du souverain chérifien au Mali, pour la signature de 17 accords dans divers domaines, tels que l'énergie, la santé, la finance, l'industrie ou la formation. Au-delà de vouloir apporter un soutien à un pays ami, le Maroc démontre, s'il en est, son rôle majeur dans la stabilité régionale, tant en matière de sécurité que politique, économique et sociale, en apportant un savoir-faire et une expertise moderne et globale. Malgré son absence de l'OUA, le Royaume reste un acteur influent dans le continent. Les Américains comme les Européens sont dans la même logique de reconnaître le Royaume comme le relais incontournable du marché africain. Afin d'aborder ce rôle, il est, à vrai dire, pionnier du Royaume, dans son engagement pour le développement et la stabilité en Afrique, au travers d'une démarche innovante basée sur le concept de la sécurité humaine. Nous allons aujourd'hui recevoir 2 intervenants de haut niveau pour nous donner leur vision de cette démarche, qui sont Éric Denessay et Yves Espagnier. Alors, Éric Denessay, on l'a déjà reçu dans cette émission, il est intervenu sur la problématique de la sécurité dans l'espace du Sahara, et aujourd'hui, Éric Denessay, pour le représenter à nos éditeurs qui ne le connaissent pas, est directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R, et c'est un très haut spécialiste des questions de sécurité, de terrorisme et de mouvements de population. Bonjour Éric Denessay. Bonjour. Eh bien, encore merci d'être présent pour la seconde fois dans notre petite émission et de prendre le temps. Ma première question, est-ce que vous pourriez nous donner votre analyse en matière de sécurité régionale et de facto de coopération sur le second voyage du souverain marocain au Mali et de leurs implications? Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est un voyage important. Alors, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que on doit malheureusement reconnaître qu'aujourd'hui, toute la zone sahélo-saharienne est en ébullition complète des rivages de l'Atlantique jusqu'à ceux de la mer Rouge, et qu'il y a uniquement quelques îlots de stabilité dans ce chaos magmatique que représente cet espace, et on a besoin de pays qui apportent de la stabilisation. Alors, je m'explique. On voit bien que aujourd'hui les djihadistes ont réussi à recréer une véritable base arrière dans le sud libyen, et que tous les pays voisins sont tellement occupés par des problèmes internes qu'ils ne se retournent pas contre eux. Nos amis égyptiens, on le voit, sont en train de rentrer dans un affrontement probablement durable avec les frères musulmans armés par le Qatar. Ils essaient aussi de reconstruire l'économie. On voit bien que le Mali n'est pas sorti de la crise malgré les médiations comme celle du roi Hassan II. La Tunisie n'est pas non plus du tout sortie de l'auberge avec ce qui se passe dans les monts Chambi et les terroristes qui y restent. On a vu que le Niger appelait les Occidentaux à venir l'aider à lutter contre les djihadistes parce qu'il n'en a pas les moyens. L'Algérie elle-même est secouée en ce moment par des rivalités internes profondes en raison de la proximité des élections présidentielles. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tout le monde est centré sur ces petits problèmes qui sont légitimes bien sûr, et que aucun pays, à part le Maroc, ne peut faire le lien et essayer de jouer un rôle de médiateur et de coordinateur. D'où l'importance de ce voyage récent. Très bien. Alors, au-delà de la coopération sécuritaire, il y a aussi les implications diplomatiques. Alors, quelle est votre perception du rôle du Royaume sur le rôle diplomatique, c'est-à-dire dans le sens comme ami de la paix, hein, entre guillemets. On rappelle que le Maroc a présidé le Conseil de sécurité pendant 2 ans. Et aujourd'hui, bien que le Maroc ne fasse pas partie de l'OUA,
il reste quand même un interlocuteur important sur la scène internationale. Je voudrais un peu avoir, à votre avis, quelles sont ces implications diplomatiques, comment vous les voyez en tant qu'expert? C'est un rôle important, même s'il est encore difficile pour nous de mesurer l'impact que va avoir ce voyage récent. Je pense qu'il est un peu tôt pour tirer les conclusions. Mais à un moment donné où effectivement l'ensemble de ces pays sont secoués par des crises plus ou moins profondes et plus ou moins durables, le fait qu'un acteur régional, et qui n'est ni les États-Unis ni la France, puisse venir apporter sa voix, son aide à des pays qui en ont besoin, et je pense notamment aux accords récents qui ont été signés avec le Mali, c'est quelque chose d'important. On a vu que la France elle-même avait fait de gros efforts au Mali, comme elle les fait en Centrafrique, que les Européens rechignent vraiment à venir eux aussi stabiliser la région. Je crois que c'est d'autant plus important que malheureusement l'avenir à moyen terme n'est pas très, je ne suis pas très optimiste. Je pense que là, on est à deux doigts d'une nouvelle crise en Côte d'Ivoire notamment, où l'état de santé du président Ouattara risque de déclencher de nouveaux affrontements internes. On voit bien que l'Algérie, avec la 4e candidature du président Bouteflika, ne va sûrement pas sortir de ces problèmes. Donc, avoir un acteur régional qui puisse visiter, établir un certain nombre de relations et faciliter les choses entre les acteurs, voire de la coordination, c'est quelque chose d'important. Eh bien, écoutez, Éric Denessé, j'avais deux questions qui nous semblaient importantes pour nos auditeurs. Je tiens énormément à vous remercier pour le temps que vous prenez. Vous savez que vous êtes chez vous ici dans l'émission Arc-en-Ciel pour intervenir sur votre analyse qui est toujours perçue par tous nos auditeurs comme une analyse très pertinente. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite un très bon dimanche et encore merci Éric Denessé. Abdelatif. Oui, Abdelaziz, merci à monsieur le directeur du CF2R, Centre de renseignement, de recherche de renseignement, monsieur Éric Denessé. On vous dit à très bientôt. Ciel, la chronique. Nous allons donc, notre second intervenant est Yves Espeignet, journaliste, fin connaisseur du royaume. Il a été rédacteur en chef d'un grand quotidien de la région Rhône-Alpes et continue toujours à peser d'une façon très importante dans les médias de la région. Bonjour Yves Espeignet. Bonjour Abdelaziz, bonjour à vous tous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être en direct avec nous aujourd'hui. Je sais que c'est le dimanche et que vous aviez un repas et que vous avez quand même pris le temps de 10 minutes pour intervenir sur notre émission. Encore merci beaucoup de la part de toute l'équipe et de tous nos auditeurs et auditrices. Oui, mais de rien. Dites-moi. Yves Espeignet, vous suivez régulièrement l'actualité marocaine. Vous savez que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, est actuellement en voyage au Mali. C'est le second voyage en moins de 6 mois. Un voyage qui fait suite à un ensemble d'événements locaux que tous nos auditeurs connaissent. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est, le royaume se veut être un acteur économique fort dans la région. D'où la forte délégation économique qui a accompagné le roi et qui a abouti à environ 17 accords qui ont été signés dans divers domaines. Le Maroc se positionne comme un axe pivot entre l'Europe, les États-Unis et l'Afrique. Est-ce que vous pourriez nous donner votre analyse là-dessus ? Alors, effectivement, je dirais qu'il a l'ambition d'être un pivot. Et vous avez eu raison d'ajouter les États-Unis parce qu'il faudra suivre ce qui va se passer dans la conférence USA-Afrique des prochains mois où le Maroc va être sollicité sans doute par les États-Unis pour jouer un rôle régional. Ils ont toujours recherché des partenaires régionaux et il va reconnaître le Maroc sans doute comme ce partenaire régional. Alors, pivot oui, mais je vais juste insister sur un point, c'est que l'importance du voyage au Mali est d'une importance première. D'abord, premièrement, il est flagrant quand même que de voir l'engagement personnel du sultan. Donc, c'est un choix déterminant, une stratégie forte, une stratégie politique essentielle pour le Maroc. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les exportations marocaines sont tournées à 60% vers l'Europe et seulement 6% vers l'Afrique. Et ce déséquilibre, si on veut jouer un rôle de pivot, il faut le corriger. Et apparemment, les accords de partenariat qui ont été signés ces derniers temps à Bamako
témoigne d'une volonté d'intervention forte dans des secteurs stratégiques. On a beaucoup parlé, je ne sais pas si vous l'avez noté dans ces accords de partenariat, de l'importance des partenariats bancaires et des télécoms. Moi, j'ai relevé des partenariats stratégiques comme la gestion de l'eau potable, les domaines miniers, pétroliers, gaziers, et puis surtout un qui apparaît pas forcément comme une démarche forte, mais qui va être durable. C'est la coopération pour la création de zones industrielles entre le patronat marocain et le patronat malien. Et là, on comprend subitement que le Maroc veut inverser, je dirais, sa politique économique et rééquilibrer ces échanges entre l'Europe par un développement des échanges avec l'Afrique. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de cette analyse. Je vais même demander à Abdeltaif de nous donner, je crois que la présidente, c'est une dame qui préside la fédération de l'entrepreneuriat marocain. C'est une... Oui, effectivement, c'est Madame Ben Salah qui est la présidente du patronat marocain, la CGM, la Confédération Générale des Entrepreneurs Marocains, l'équivalent du MEDEF. Donc voilà. Alors, une deuxième question, qui n'est pas directement liée à l'économique, mais c'est la stabilité sociale et à la stabilité régionale, sans rentrer dans la sécurité. Il a été aussi... le Maroc est sollicité pour la formation des imams par plusieurs pays de la région. Le Maroc, qui est le rite malikite, vous connaissez l'importance de la religion dans cet espace, même en Europe. Alors, je voudrais avoir votre avis, Vive Espagné, en tant qu'analyste et critique extérieur. Alors, comment vous percevez cela? Bon, là, je sors du domaine qui est le mien, qui est celui de l'économie. Je comprends très bien. Oui, effectivement, c'est toute la personnalité du sultan du Maroc. Du roi, ce n'est plus... du roi, de sa majesté. C'est tout simplement le fait que c'est aussi un chef religieux et que ce chef religieux a une autorité reconnue par un certain nombre de composantes, de confréries dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc il témoigne également, et c'est sans doute pour cela que les Américains le suivent avec un grand intérêt, il témoigne de l'existence d'un islam modéré, de tolérance. Et donc, il va y avoir là ce que j'appelle, du point de vue occidental, d'une géostratégie politique, de souhait de voir dans cette géostratégie politique un personnage religieux reconnu tenir pleinement son rôle. Alors, je n'avancerai pas plus sur un domaine qui n'est pas le mien, hein, mais je le perçois comme étant vraiment une reconnaissance, cette fois-ci, du poids moral de Mohamed VI. Et je dirais que là, c'est sans doute ce qui va être le plus important dans les prochaines années, c'est de voir comment ce poids moral ce retour d'influence en Afrique de l'Ouest va se développer. Voilà. Eh bien, écoute... Mais vous connaissez ma prudence dans ce domaine. Hein. Oui, tout à fait. Yves Espagné, je tiens énormément à vous remercier. Je vais céder la parole à Abdeltaif, qui a peut-être une petite question ou une petite analyse. Oui, effectivement. Donc, je m'adresse à un journaliste de renom, quand même. Oui, enfin, un vieux journaliste. Oui, donc ma question est d'actualité. Donc, mis à part tout ce qui a été dit avec Abdelaziz au sujet de cette visite de Sa Majesté en Afrique, quoi qu'il arrive, et avec la reconnaissance du patronat français, le Maroc, c'est l'unique connexion crédible et de notoriété vers le marché africain. Et ça, on peut le constater à travers les implantations, un grand nombre de sociétés de renom sur le Maroc, et notamment à Casablanca et aussi à Tanger, et maintenant on descend plus au sud vers Agadir et vers les provinces du sud. Ce que je souhaite savoir, d'après vous, d'après votre analyse, est-ce que c'est l'unique et le plus sûr comme chemin pour le marché africain? Alors, moi je dirais que il va falloir revoir les partenariats, et notamment du point de vue français, il va falloir regarder différemment le Maroc.
Le Maroc aujourd'hui, on a l'impression, d'abord, on a toujours eu une vision très traditionnelle. Les investisseurs français sont toujours les premiers, mais in fine, ils investissent, ils délocalisent, ils se tournent toujours vers des structures industrielles qui n'apportent pas une forte plus-value, c'est-à-dire l'habillement, les produits semi-finis. Et je pense qu'on n'a pas pris conscience des potentialités économiques marocaines, notamment dans des domaines où le Maroc pourrait arriver à un niveau d'excellence. Et quand je parle de niveau d'excellence, je parle de l'association cluster, recherche, entreprise de haute technologie, dans des domaines comme l'eau, le solaire, et également un troisième domaine, parce que je pense que là aussi, peut-être que le Maroc doit éviter l'erreur qu'on a commise en France de minorer le poids de l'agriculture. On avait une agriculture très forte avec la PAC, on s'est un peu fragilisé. Eh bien, c'est de conforter son volet d'activité agricole par peut-être une excellence dans le domaine des cultures résistance au stress hydrique. Et tout ça, ça passe par des partenariats nouveaux, recherche, laboratoires de recherche, et par des extensions de partenariats entre les laboratoires de recherche français, lyonnais par exemple, notamment dans le domaine de l'énergie, avec les laboratoires marocains. Parce qu'il y a une main-d'œuvre qualifiée au Maroc. Effectivement, ça peut nous introduire à un sujet d'actualité, c'est les villes nouvelles marocaines et le marché des villes nouvelles marocaines qui sont à l'horizon de 2020, qui seront une quinzaine. Et ces villes nouvelles ont, bien entendu, sont presque, j'ose dire, à la française, sauf la ville verte de Ben Guerir, qui est une ville pionnière en termes de comment on appelle ça, de développement durable. Est-ce que les entreprises françaises et notamment Rhône-Alpine peuvent être intéressées de près par rapport à ces villes nouvelles sur le plan marocain? Tout à fait, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'à Lyon notamment, l'audace est parfois payante. On dit que l'Europe est parfois très frileuse, mais moi j'ai constaté l'émergence à partir de la fête des Lumières, qui est un symbole, vous savez, cette fête du 8 décembre où on voit des millions de personnes venir voir les jeux de lumière qui envahissent la ville. Il y a à Lyon le développement d'une véritable filière industrielle de la lumière, et notamment de la lumière LED, c'est-à-dire celle qui est peu consommatrice d'énergie. Et je pense que dans des pays comme le Maroc, et notamment avec la construction de ces villes nouvelles, il y a là, au niveau de l'éclairage urbain, de l'éclairage des bâtiments et même de son rapport avec la consommation d'énergie, des logiques de développement à tisser. Deuxième point, les normes HQE que l'on a tendance à développer, haute qualité environnementale, qu'on a tendance ici nous aussi à privilégier, notamment dans le domaine du chauffage, pourraient encore plus s'appliquer au Maroc, puisque elles sont essentiellement basées par l'énergie solaire, par le développement de l'énergie solaire. Et tous ces savoir-faire, eh bien, je crois, peuvent générer des filières industrielles, mais qui doivent, à mon avis, se développer, se construire différemment. On n'est plus dans une entreprise qui investit, qui crée son unité. Il faut maintenant développer des partenariats. Je vais m'inscrire en faux avec, par exemple, le rapport Védrine. Je ne sais pas si vous l'avez lu, qui a été remis. Le rapport Védrine imagine toujours l'Afrique comme étant un débouché naturel de nos productions. Oui, c'est vrai. Mais il faut aussi concevoir des partenariats à long terme, comme le Maroc d'ailleurs vient de le faire avec le Mali. On construit une économie avec une logique partenariale. Alors Yves Peignet, moi je suis désolé de vous couper, mais ce que vous dites est vraiment très intéressant. Yves Peignet, encore merci énormément d'avoir pris sur votre temps. Allez, au plaisir de vous voir tous un jour, sans doute, pour parler de nouveau du Maroc. Eh ben avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Oui, donc on reste toujours dans le cadre de l'Afrique et le rythme africain avec des chants de Gnawa. Gnawa, c'est l'Afrique, c'est la relation Maroc-Afrique avec le Trans-Gnawa, avec le Ma'alem Mustafa Bakbo.
تيم البرنامج عبد اللطيف الصدقي، عبد العزيز الدحاسي والمهدي، نقول لكم إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله مع الجديد ودائما الجديد من أجل la promotion d'un Maroc nouveau, la promotion d'un Maroc qui marque ses empreintes à travers le monde. Et alhamdulillah اليوم احنا في فرحة دائمة على المجهودات اللي سيقوم بها سيدنا في إفريقيا. وإلى الملتقى الأسبوع. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc.